Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. Bienvenue dans cet épisode de Steroids, le podcast spécifiquement enregistré pour les besoins de cette sortie DVD et Blu-ray de Man on the Brink d'Alex Chung chez Spectrum Film. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis avec mon collègue Arnaud Bordas et nous allons parler du film. C'est un film policier de Hong Kong de 1981 qui en fait précède une grosse vague de films policiers de cette époque-là, des années 80, et qui est donc à un statut un petit peu particulier en soi, quoi. Ouais. N'est-ce pas, Arnaud ? Tout à fait. Bonjour Stéphane. Oui, c'est déjà un polar marquant dans l'histoire du cinéma hongkongais, mais c'est aussi un film qui fait partie de ce qu'on a appelé la nouvelle vague hongkongaise. Et alors qu'il ne faut pas confondre avec notre nouvelle vague française, il y a eu souvent des petites critiques vis-à-vis de l'emploi de ce terme pour désigner les cinéastes hongkongais de cette époque-là, parce qu'évidemment, ça n'a rien à voir avec notre nouvelle vague française qui était constituée essentiellement de cinéastes venus de la critique, du journalisme. Et alors que là, ce sont des gens qui déjà n'ont jamais théoriser un courant en soi, quoi, à travers cette nouvelle vague, et qui avait la spécificité de venir quasiment tous de la télé, où ils ont fait leurs armes. Et voilà, il y avait pas mal de chaînes de télévision à l'époque à Hong Kong qui prétendaient produire essentiellement du polar, des séries relatant des histoires de meurtres, souvent inspirées de l'actualité. Et ça détonnait pas mal, en fait, avec ce qui se produisait au cinéma. À l'époque, même si ça commence à bouger vers la fin des années 60, le cinéma hongkongais, c'est surtout des films en costume, des films de kung-fu. Et là, donc, la télé va se mettre à produire des polars et des films criminels qui ont la particularité d'observer la société hongkongaise de cette époque-là avec une acuité toute nouvelle, on va dire. Notamment en retranscrivant le quotidien des gens dans les rues de Hong Kong, avec un côté un peu pris sur le vif, et aussi une absence de censure, en tout cas comparé au cinéma. C'est souvent des sujets très durs, traités de manière très réaliste. Il y a notamment dans une série qui s'appelait CID, CID. Il y avait Alex Chung qui avait réalisé un épisode sur le viol collectif d'une gamine de 10 ans par des loupards, quoi. Donc c'est un épisode très très dur, quoi. Donc voilà, ça situe à peu près la déflagration qu'a représenté l'arrivée de tous ces cinéastes. Alors, on les connaît, ces cinéastes. Il y a Anh Huy, Patrick Tam, Tsui Hark, qui est sans doute le plus fameux d'entre tous, quoi. Et donc, il y en a eu d'autres par la suite, comme Kirk Wong, plus tard aussi Ringo Lam, qu'on connaît en Occident. Et ces gens-là, en fait, vont révolutionner le cinéma en réalisant des longs métrages qui sont clairement inspirés du travail qu'ils ont effectué à la télévision, quoi. Voilà. Alors Alex Chung, il est quand même moins connu que tous ces noms. Néanmoins, en fait, vous avez peut-être vu Cops and Robbers, qui est son premier film, en fait, qui est sorti chez Spectrum Film aussi, il y a maintenant 2 ans. Et c'est quand même, pour le coup, Man on the Brink, c'est quand même un film un peu différent, en fait. Il y a une approche, certes, réaliste et crue, mais il y a aussi beaucoup d'humour. Et une vraie progression du personnage principal qui mène justement de cet aspect presque naïf, en fait, du personnage, pas en tout cas pur, vers une situation où, comme justement c'est un flic infiltré, il se retrouve en fait à frayer avec des voyous et à vraiment tomber du côté obscur. Tout à fait, ouais. Ouais, et tu cites la figure du flic infiltré, parce que c'est ça, c'est ce que raconte l'histoire du film. C'est un policier qui est infiltré chez des triades, enfin, dans l'univers des triades, et notamment dans une bande de braqueurs, quoi. Et d'ailleurs, c'est un film qui a
qui a beaucoup influencé le cinéma hongkongais qui va arriver par la suite dans les années 80-90. Hein. On pense à la figure du flic infiltré. Là, c'était la première fois dans un film de cinéma hongkongais, mais elle est omniprésente dans le polar hongkongais, de Infernal Affairs à Hard Boiled de John Woo, en passant par City on Fire de Ringo Lam, qui est clairement pour le coup, qui était Man on the Brink, qui était une référence et une source d'influence avouée de la part de Ringo Lam sur ce film. Il y a des scènes similaires carrément. Ouais, hein. Il y a un braquage de bijouterie par exemple qui se déroule pas exactement de la même manière, mais par contre en fait qui fait clairement penser à ce qu'on verra plus tard dans City on Fire. Tout à fait, ouais, c'est vrai. Et alors c'est vrai que tu évoques, comparé à Cops and Robbers, qui était peut-être un peu plus pas monolithique, mais un peu plus sur le même ton pendant tout le film. C'est vrai que c'est un film qui pratique allègrement la rupture de ton, hein, Man on the Brink, comme tu le disais. Et alors, ça va très loin, parce qu'en fait, c'est vraiment de la rupture de ton en montagne russe, quoi. C'est-à-dire, tu peux avoir à l'intérieur de la même scène des éléments comiques et des éléments très noirs, quoi, des éléments très tragiques. C'est vrai qu'il y a des scènes, notamment vers le milieu du film, je crois, il y a une poursuite automobile avec des éléments dramatiques, hein, qui vont être très graves pour le héros principal, et en même temps au milieu on nous fait des scènes par exemple des scènes de pure comédie burlesque avec une auto-école et son élève là qui fait n'importe quoi. Il y a le père aussi de la petite amie du héros qui donne l'occasion au film de camper un personnage assez comique, ouais, assez pâteau, quoi. Donc voilà, ouais, c'est vrai que t'as ça, et à côté il y a, comme je disais, il y a des trucs vraiment dramatiques, quoi, très très noirs, hein. C'est un film qui vraiment descend dans les bas-fonds et par moments nous montre la misère des gens, la misère dans laquelle ils vivent, mais aussi des choix moraux terribles, quoi. Donc globalement c'est l'univers des triades, hein. Mais voilà, quoi. Oui, c'est un film qui joue un peu au yo-yo avec son spectateur, hein. Un des points que je trouve assez intéressant du film, c'est la trajectoire du personnage principal, en fait, qui est interprété par Eddie Chen. En fait, c'est un flic assez pur qui est choisi, je pense, pour cette raison-là, à la base, en fait, parce que son supérieur se dit qu'il va pouvoir justement infiltrer les triades sans être affecté par on va dire, ce monde interlope, quoi. Et c'est exactement l'inverse qui se produit, mais notamment, et là on spoil un petit peu, quand il se fait justement lâcher par sa hiérarchie. Et là, en fait, je trouve qu'il y a un inversement de valeur qui est assez intéressant et qui est finalement pas si courant que ça, je trouve, dans la figure du flic infiltré au cinéma. Parce que bon, on pense évidemment à Serpico, on pense à ce genre de personnage-là. Avant, je veux dire, toute la vague de films de Hong Kong. Mais c'est en fait ce moment où, justement parce qu'il est lâché par sa hiérarchie, il devient un vrai gangster, en fait. Il devient un vrai membre des triades, mais sans vraiment être capable d'aller jusqu'au bout. Et d'un seul coup, en fait, sa part lumineuse ressort à ce moment-là, et il essaye d'être, malgré tout vertueux dans son emploi de gangster. Je pense notamment à la scène finale, en fait, hein, dans une barre d'immeuble où ils commettent un cambriolage, en fait, en plein jour, et que quand ses acolytes essayent justement de violer une des membres de la famille qui sont en train de cambrioler, en fait, ils s'interposent, et là, tu retrouves le personnage, en fait, si tu veux, du début du film, quoi. Et c'est assez intéressant, je trouve, de montrer ce genre d'effet miroir, on va dire, si tu veux, dans le même film, quoi. Ouais. Et cette fin, elle est assez, elle est assez étonnante, en fait, parce que c'est pas comme ça en général qu'un film de flic infiltré se termine, en fait. Ouais, oui, c'est très très tragique et très grave, quoi, à la fin, quoi. Donc effectivement, il y a cette scène qui est quasiment qui est une scène d'émeute, hein, à la fin, quoi, dans cette barre d'immeuble. C'est assez étonnant, cette scène, parce qu'en plus, c'est une scène qui renvoie pas mal à la trajectoire du personnage, c'est-à-dire à l'échelle du film entier, hein, j'entends.
la première scène, c'est en fait des flics, un convoi de flics qui sont débarqués dans des quartiers populaires pour remettre un peu les choses en ordre, tabasser les gens. Enfin, c'est une scène de répression policière, hein, vraiment, qui a été filmée de manière très commando, hein, avec des habitants du quartier. Il y a un personnage de petite vieille à un moment qui n'est pas du tout une actrice, par exemple, hein, qui est une véritable habitante de Hong Kong, quoi, qui n'est pas une actrice professionnelle. Et donc, cette scène de répression policière, finalement, où les flics contrôlent la situation, quoi, on va dire, s'inverse totalement à la fin, quoi. Puisque c'est les habitants de la barre d'immeuble qui vont prendre le contrôle et faire une sorte de chasse aux sorcières pour débusquer le flic, quoi. Et en fait, ça, c'est par rapport à la trajectoire morale du personnage principal, c'est aussi à mettre en parallèle par rapport à sa problématique principale, qui est souvent la problématique d'un flic infiltré, hein, qui est de ne pas oublier quelle est sa mission, quoi. C'est-à-dire son contact, à un moment, il lui dit fais attention à ne pas être trop gentil, quoi. N'oublie pas l'univers dans lequel tu es, quoi. Et en fait, c'est un peu prémonitoire, parce que ce que lui dit là le personnage de son contact, quoi, va finir par le perdre à la fin, parce que c'est assez étonnant la manière dont il est démasqué par les habitants de l'immeuble. C'est parce que un petit garçon qui fait partie de la famille qui a été agressé, hein, par la bande du héros, quoi. Lui, il a tenté de protéger le petit garçon, justement, pendant l'agression, quoi. Et en fait, c'est ce petit garçon qui va provoquer sa perte, quoi. Le plan est assez étonnant, d'ailleurs. C'est un plan à la Body Snatcher, c'est-à-dire il le reconnaît dans l'immeuble et il le désigne aux autres habitants de l'immeuble. Et il y a une sorte de zoom sur le petit garçon avec le doigt levé, la bouche ouverte. Il y a même du vent dans les cheveux, quoi. En fait, c'est un plan très étonnant et qui renvoie, ouais, une imagerie un petit peu de cinéma fantastique, quoi. Ce que fait à l'occasion Alex Chung, hein. Il aime bien, là encore, la rupture de ton, mélanger un peu les genres. Mais donc voilà, ouais, c'est un personnage très tragique, dans le sens où il prépare, on va dire, les éléments qui vont provoquer sa chute, quoi. Ça vient de sa configuration mentale et morale, quoi. Voilà. Il y a aussi, alors il faut peut-être préciser cette chose, moi je trouve que mine de rien, pas contrairement à Cops and Robbers, qui pouvait plus avoir une logique de matrice de films policiers de Hong Kong, en fait, avant justement toute la vague qui allait arriver, Man on the Brink est déjà vraiment, en fait, très ancré dans comment dire, dans la cinématographie de l'époque, que moi, celle que je connais, en fait, des années 80 et 90, en fait, dans notamment son utilisation assez hontée, en fait, par exemple, de morceaux de musique, de theme track, en fait, qui sortent d'autres films. On reconnaît notamment, par exemple, un morceau de Carrie dans une scène romantique, ce qui est assez marrant d'ailleurs, puisque c'est pas du tout une scène romantique dans Carrie, quoi. C'est même une scène horrifique, quoi. Mais un rêve qui vire au cauchemar, quoi. Mais c'est assez étonnant, et en même temps, il y a quand même l'emploi des chansons, comment dire, soap hongkongaises assez marquantes, en fait, en général, quoi, pour montrer l'état d'âme, en fait, des personnages, quoi. Ouais. Ça se termine d'ailleurs là-dessus. D'ailleurs, il y a une idée, en fait, alors c'est une idée assez classique de l'époque, mais qui fonctionne assez bien, je trouve, ici, justement, dans la trajectoire du film et du personnage, c'est de terminer le générique, justement, sur une de ces chansons, mais en montrant, en fait, des photogrammes de l'évolution du personnage, en fait, au fur et à mesure du film, c'est-à-dire vraiment le montrer au début en tant que flic vertueux, ensuite le montrer, en fait, en infiltré, le montrer avec sa petite amie, le montrer, en fait, à la fin, etc., etc. Et c'est assez classique, finalement, hein, ça se faisait assez à l'époque, mais ça fonctionne, je trouve, très très bien, ça te fait bien sortir du film, en fait. C'est-à-dire, oui, c'est clairement un film qui ne ménage pas son personnage principal, et qui ce personnage principal-là changeant du tout au tout entre le début et la fin. Ce que je disais, c'est un peu symbolisé par les deux scènes d'émeute, quoi. Mais il y a un véritable retournement du personnage. Après, c'est vrai que tu citais le theme track de Carrie.
On a parlé tout à l'heure de Serpico, hein, c'est vrai que le personnage principal évoque beaucoup le flic joué par Al Pacino dans le film de Sidney Lumet. Je pense que c'est une référence très consciente aussi, mais c'est marrant parce que en fait ces réalisateurs de la nouvelle vague hongkongaise qui ont débuté à la télé, comme Alex Chung, sont des gens qui la plupart du temps ont grandi avec le cinéma américain ou le cinéma occidental même, hein. John Woo, on connaît son attrait pour le cinéma français, mais en fait ce sont des gens qui ont fait des études aussi, tu vois, dans des universités occidentales, des études de cinéma, et ils en sont revenus, et notamment dans les facs américaines, quoi, et ils en sont revenus avec tout un bagage justement qui recycle à l'occasion de manière un peu utilitaire, comme tu viens de le signaler sur la musique, mais aussi de manière thématique. Voilà, c'est un cinéma, le cinéma hongkongais de cette époque-là, vraiment, contrairement au cinéma qui avait précédé dans les décennies précédentes, le cinéma plus classique, hein, comme je disais tout à l'heure, le kung-fu, le film en costume, le film d'opéra, tout ça, qui étaient des genres très chinois. Là, on voit un mix avec l'Occident, et il y a clairement une influence qui est revendiquée par les cinéastes, quoi. Oui, alors après, ça reste, et ça, je pense que peut-être on peut terminer là-dessus, ça reste un film de Hong Kong pur jus, quoi. C'est-à-dire Totalement. vraiment, alors tu parlais de la rupture de ton, je pense aussi notamment parce que il y a cet aspect, moi je dirais plus que réaliste, je dirais un aspect cru, c'est-à-dire vraiment, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que la violence est crue, de la même manière que finalement l'humour est pas gras, mais en tout cas très appuyé, quoi. Donc du coup, en fait, c'est vraiment une manière d'aller très très loin dans la façon de représenter son sujet. Et là-dessus, je trouve que Man on the Brink, il s'inscrit totalement en fait dans ce qui se faisait à l'époque. Et je pense que les gens qui vont découvrir le film en écoutant éventuellement ce podcast, même si normalement sur une édition comme celle-ci, en fait, il vaut plutôt faire l'inverse, hein, ils seront pas du tout dépaysés par rapport à ce qu'ils connaissent du cinéma de Hong Kong, quoi. Non, et évidemment, même si ça restera pour la plupart des gens, je pense, une belle découverte, hein, parce que c'est vrai que c'est, contrairement à d'autres cinéastes, Alex Chung, alors tant mieux, Spectrum Film ressort ses films maintenant, mais c'est un réalisateur qui a été pendant longtemps oublié, et, en tout cas en Occident, et qui était ses films étaient très difficiles à voir. Bon, merci Arnaud. Merci à toi Stéphane. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous suivre sur capturemag.net, et puis en fait sur les agrégateurs de podcasts habituels, nous avons nos émissions à nous. Les mots-clés sont Capture Mag. Merci à vous, merci à Alain, merci à la technique qui s'est occupée de monter ce podcast, et à la prochaine.